Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir quelques propriétés que devrait satisfaire le déterminant. Alors, pour mémoire, on avait défini les polytopes, parallélotopes, en fait, qui sont des briques élémentaires, si on veut. En dimension 2, ce sont les parallélogrammes, et en dimension 3, ce sont les parallélépipèdes. Donc, ce qu'on aimerait, c'est une fonction qui soit capable de déterminer le volume, l'air pour le parallélogramme, le volume pour le parallélépipède et l'hypervolume dans le cas général de ces briques élémentaires. Alors d'abord, le déterminant, donc il est associé à une famille de vecteurs. Donc si on prend une famille de vecteurs, on devrait obtenir à partir de cette famille un volume ou un hypervolume, donc une mesure de ce parallélotope qui est engendré par cette famille. Donc le déterminant prend en fait n vecteurs en dimension n et va donner un nombre réel. Si on a des cas particuliers, si on prend une base, orthonormée positivement orientée, on n'a pas vraiment le choix, son déterminant devrait être égal à 1, quelle que soit la base, quel que soit le sens du premier vecteur, mais elle doit être positivement orientée, on verra que c'est important pour plus tard. Donc on doit toujours avoir pour ces briques élémentaires là, ces sortes de cubes, c'est un carré en dimension 2, un cube en dimension 3, un hypercube en dimension supérieure, d'arrêt 1, pour ces objets-là, le déterminant doit valoir 1. Prenons à présent un cas avec en dimension 2, donc prenons un parallélogramme à titre d'exemple. Si on multiplie un des vecteurs par un scalaire, on va multiplier l'air d'autant. Donc si on multiplie un vecteur par 2, l'air sera multiplié par 2. Donc si on fait lambda fois l'air du parallélogramme rouge, on obtient l'air du parallélogramme bleu. On peut faire ça pour n'importe quelle valeur, et on obtiendra toujours quelque chose de cohérent. L'air sera 3 fois plus grande si pour lambda égale 3, elle sera la moitié pour lambda égale 1 demi, et etc. Donc chaque fois qu'on multiplie un des vecteurs par un scalaire, l'air est multiplié par ce scalaire-là. Ce qu'on exprime ainsi, quel que soit le vecteur que l'on multiplie par un scalaire, on peut donc sortir le scalaire. En particulier, si tous les vecteurs sont multipliés par le même scalaire, on peut mettre en évidence ce scalaire à la puissance n, autant de fois donc qu'il y a de vecteurs. C'est ce qu'on attend en effet, par exemple de l'air, si on multiplie toutes les longueurs par 2, l'air est multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Même chose pour le volume, si on multiplie toutes les longueurs par 2, le volume est multiplié par 8, donc 2 au cube. Gardons cette propriété dans le coin pour le moment. Autre propriété, quand on regarde en fait un parallélogramme, on s'aperçoit que une des formules qui donne son aire, c'est base fois hauteur. Alors on peut choisir un des vecteurs comme base et calculer la hauteur. Ceci ne doit pas changer si on prend un vecteur u qui se déplace le long de cette ligne, le long de la droite qui porte ce segment, la hauteur sera toujours la même. Donc on obtiendra des parallélogrammes qui ont tous la même aire, pour autant que à u2, on ajoute un multiple de u1. Là, il y a une faute de frappe. Voilà. Donc si à u2 on ajoute un multiple de u1, on obtiendra toujours la même aire. Maintenant, il y a un cas particulier, si par hasard on prend un scalaire qui fait en sorte que u2 en fait est sur l'axe. Alors là, le cas est un peu plus simple, on sait déjà un peu mieux calculer l'aire du parallélogramme, mais maintenant on peut faire la même chose avec U1. À U1, on peut ajouter un multiple scalaire de U2'. Donc ici, on peut soustraire un certain nombre de fois U2', et voilà,
on obtient ici un rectangle. Et calculer l'aire du rectangle, c'est juste faire le produit des longueurs des côtés. Donc c'est une méthode qui marche tout le temps. Prenons encore un autre parallélogramme un peu plus grand pour voir. Donc d'abord on adapte U2, on transforme U2 en U2' de façon en nous ajoutant des multiples scalaires de U1 de façon à aligner U2 avec un axe. Et on fait la même chose pour U1 qui devient U1'. On ajoute un multiple scalaire de U2' et on obtient voilà, un rectangle. Donc comme ça c'est une méthode pour calculer le déterminant. L'aire ne change pas, donc en ajoutant à un vecteur un multiple d'un autre vecteur, c'est important, le déterminant ne doit pas être modifié. On peut comparer les aires ici, si on veut se convaincre. Changeons un petit peu. Voilà, on prend encore un autre parallélogramme. Quel que soit le scalaire que je prends pour modifier U2, ça ne change pas. Et la même chose pour U1. L'aire n'est pas modifiée. Donc le déterminant est invariant pour ce genre d'opération. Maintenant, on peut encore remarquer quelque chose d'important, c'est que le déterminant est additif dans toutes ces variables. C'est-à-dire que si on ajoute deux vecteurs, ici UI et V, en fait le déterminant se comporte comme s'il se distribuait, c'est-à-dire c'est le déterminant avec le vecteur UI et plus le déterminant avec le vecteur V. Donc, si on regarde ça sur notre parallélogramme, ici on a les vecteurs U1, U2 et V. Voilà, j'ai ajouté un parallélogramme ici. En empilant ces parallélogrammes, on s'aperçoit que la hauteur du parallélogramme rouge et la hauteur du parallélogramme vert, en fait, sont alignées. Elles sont dans la même direction. Donc ça veut dire qu'on peut les additionner. On peut mettre en évidence la base du parallélogramme rouge et du parallélogramme vert est la même, c'est le vecteur U1, et les hauteurs sont obtenues, sont alignées, donc on peut mettre U1 en évidence. Et ce qu'on obtient, c'est simplement la somme. C'est-à-dire que le parallélogramme orange qui est là a comme hauteur la somme des hauteurs des deux parallélogrammes de départ. Donc son aire, c'est la somme des deux parallélogrammes. On peut vérifier ça avec quelques calculs. Si on demande à GeoGebra de calculer pour nous les aires de chacun des parallélogrammes, on s'aperçoit que la somme des aires, c'est bien l'aire du parallélogramme engendré par U1 et U2 plus V. Alors, il y a un petit problème dont on va s'apercevoir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si V ne va pas dans le bon sens? À ce moment-là, c'est plus la somme des aires qui compte, c'est la différence des aires. C'est normal, à une hauteur, il faut soustraire l'autre cette fois. Donc, le déterminant doit être un objet qui a un signe. Si on veut quelque chose de cohérent, si on veut maintenir la cohérence ici, il faut que le déterminant soit négatif, qu'il puisse être négatif. Par exemple, si à U2 j'ajoute moins U2, on doit obtenir un parallélogramme d'aire 0 à la fin, parce qu'on a défait ce qu'on vient de faire. Donc, selon les cas, c'est soit moins l'aire, soit plus l'aire, soit la différence, soit l'addition. Du coup, il va falloir accepter ça, et on va se demander, on va accepter que le déterminant a un signe, et on va se demander, mais pourquoi, enfin ce que représente ce signe. Alors, voici les propriétés que l'on a vues, ici, résumées. Il y a donc des déterminants négatifs. Donc, le déterminant ne mesure pas seulement un hypervolume géométrique, mais algébrique. Il y a des hypervolumes négatifs. Et pour comprendre ça, regardons un petit exemple. Alors, partons de deux vecteurs dont on sait à peu près ce qu'ils donnent. Donc, des vecteurs qui sont positivement orientés, donnés dans l'ordre. Et c'est une brique élémentaire, donc le déterminant ici va être positif. On sait que c'est positif parce qu'on veut que ceci soit l'aire d'un carré, pas de problème.
Donc on pourrait même décréter que U1 et U2 sont de norme 1, ce qui ferait une R1 ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer, en fait appliquer une symétrie, et en appliquant cette symétrie, on s'aperçoit d'abord que le déterminant doit devenir négatif. Pourquoi? Parce que c'est U2 et moins U2 ici. Donc on sait que ces deux objets vont se compenser, on avait vu ça tout à l'heure. Donc ici le déterminant est négatif. Et on constate au passage que cette symétrie, enfin toutes les symétries d'ailleurs, toutes les symétries axiales changent l'orientation des vecteurs. C'est-à-dire le premier vecteur vers le deuxième, on allait dans le sens positif de la trigonométrie, et maintenant le premier vecteur vers le deuxième, on va dans le sens négatif de la trigonométrie. Donc on pourrait se dire pour l'instant c'est un hasard, l'orientation et le déterminant ont le même signe. Mais pour s'en convaincre, il faudrait revenir à quelque chose comme ça. Il faudrait revenir au point de départ avec simplement les vecteurs changés d'orientation. Alors pour ça, on peut appliquer une rotation. La rotation, on sait qu'elle préserve l'orientation. Et on va voir que le déterminant a son signe qui est préservé. Alors vous ne pouvez, d'entre là et là, il n'y a pas de changement de déterminant, en fait. Alors pourquoi il n'y a pas de changement de déterminant? Tout simplement parce qu'on peut appliquer ces opérations-là. Au vecteur rouge, j'ajoute le vecteur bleu, j'obtiens cette configuration ici. Ensuite, j'ajoute au vecteur bleu, je soustrais le vecteur rouge, on obtient cette configuration-là. Et maintenant, au vecteur rouge, j'ajoute le vecteur bleu et on obtient cette configuration ici. Ce qui est bien une rotation. Donc, tout au long de ces opérations, le déterminant n'a pas changé, puisqu'à chaque vecteur, on a ajouté un multiple d'un autre vecteur. Et donc le déterminant a été préservé, donc ici il est toujours négatif. Notre repère ici est négativement orienté, on va du premier vers le deuxième dans le sens négatif de la trigonométrie. V1 c'est en fait U2 et V2 c'est en fait U1. Donc entre ces deux configurations, l'aire géométrique n'a pas changé. Par contre, la seule chose qui a changé, c'est l'orientation de cette famille de vecteurs. Donc le déterminant calcule en même temps l'orientation. La valeur absolue du déterminant donne l'hypervolume, comme on le souhaitait, mais son signe donne l'orientation des vecteurs. En résumé, le déterminant, donc, c'est une application qui prend n vecteurs en dimension n et qui donne en sortie un nombre réel. Donc c'est ce qu'on appelle une forme. C'est en fait, lisons la phrase, c'est une forme n multilinéaire de Vn alternée, c'est-à-dire ici antisymétrique. Donc forme, ça veut dire que le déterminant est à valeur dans les réels. Il donne des réels en sortie. N multilinéaire, donc n multi, ça veut dire qu'il y a n variables d'un espace vectoriel de Vn. Donc le déterminant est un objet qui prend n vecteurs en dimension n. Le déterminant est multilinéaire, alors ça veut dire qu'il est linéaire en chacune de ces variables, donc il se comporte bien pour l'addition et il se comporte bien pour l'action, pour les scalaires. À comparer avec donc le produit scalaire qui lui était bilinéaire, donc ce sont les mêmes propriétés pour l'instant. Pour l'instant, il ressemble furieusement à un produit scalaire à plus de variables, pas 2 variables, mais n variables. Là où il est différent, c'est en fait quand on prend deux vecteurs égaux, alors le parallélotope est écrasé. Il y a deux vecteurs qui sont égaux, donc en gros tout est écrasé dans un sous-espace de dimension inférieure. Et donc le volume, l'hypervolume devrait être nul. Donc le déterminant de la famille est nul. Ça veut dire, donc le déterminant de la famille est nul quand deux vecteurs sont égaux, ça veut dire alterné. Antisymétrique, ça signifie que l'échange de deux vecteurs de la famille, donc on change l'ordre de la famille, ça change le signe du déterminant. Donc quand on échange de vecteurs, le signe change avec. Alors alterné et antisymétrique, dans les réels, c'est la même propriété en fait. Elles sont équivalentes. On peut démontrer l'une à partir de l'autre sans problème. Il y a un cas, dans les généralisations, dans les multiples généralisations de tout ça, il y a un cas lorsqu'on remplace les réels par ce qu'on appelle un corps de caractéristique 2, donc un cas très très spécial.
Il y a un seul cas donc où ces deux choses ne sont pas équivalentes. Mais pour les réels, c'est la même chose. Vous pouvez voir. Dans un corps de caractéristique 2, le problème c'est que moins 1 est égal à 1. Donc on ne peut pas avoir l'équivalence entre alterné et antisymétrique. Donc, à part ce cas-là, dans tous les autres cas, c'est vrai, alterné c'est la même chose qu'antisymétrique. On a vu que la valeur absolue du déterminant, c'est l'hypervolume. On a vu que son signe, c'est l'orientation. Donc en gros, on définit l'hypervolume et l'orientation à partir du déterminant. En fait, c'est ça que l'on fait mathématiquement. Et si une autre propriété qui sort immédiatement de tout ce qui précède, de sa multilinéarité alternée, c'est si on ajoute à tout vecteur un multiple d'un autre vecteur, on ne change pas le déterminant. Ça, c'est une propriété très importante. Et finalement, pour une famille élémentaire, pour une famille positivement orientée qui forme une base, qui est orthonormée en plus, le déterminant est égal à 1. Donc pour les cubes bien orientés, on a un déterminant qui vaut 1. Alors, ce qui est amusant de constater, c'est que tout ça, tout ce qui est ici, découle du fait que le déterminant est une n-forme multilinéaire de Vn, et que sur les briques élémentaires, donc sur les bases orthonormées positivement orientées, ça vaut 1. Donc si on part de ces deux propriétés-là, on obtient toutes les autres. Toutes les autres, ça signifie en gros que le déterminant est unique. Il n'y a qu'un seul déterminant qui satisfait tout ceci. Alors bien sûr, si on change ici, si on change ceci, si on dit que en fait c'était pas vrai, c'était pas orthonormé, notre base n'était pas orthonormée et la brique élémentaire devrait valoir 2, alors le déterminant est multiplié par un scalaire, il n'est plus le déterminant associé à la norme. Donc là en fait il y a la norme qui est sous-jacente ici, orthonormée, puisqu'on nous dit que la base est orthonormée, on nous dit que les longueurs sont égales à 1 dans cette famille, et donc c'est de là qu'on déduit que le déterminant doit être égal à 1. Maintenant, si on prend une famille quelconque et qu'on décrète qu'elle est orthonormée, positivement orientée, etc., etc., donc on est en train de définir une norme, si on veut, à ce moment-là, le déterminant est unique pour ce choix de briques élémentaires. Donc, le déterminant, c'est la seule n-forme multilinéaire alternée. C'est l'unique forme comme ceci. Et tous les autres déterminants, tout ce qu'on pourrait supposer être un déterminant va être simplement un multiple de ça. Et pour choisir le bon déterminant, le bon multiple, on applique cette propriété-là. C'est qu'un hypercube d'arête 1 a un volume 1. Donc cette chose-là définit en même temps l'orientation. Si on se dit non, c'était la fausse orientation, ça serait moins 1 ici, ça nous change le déterminant. Mais une fois qu'on s'est fixé la norme et l'orientation, on sait ce qu'est le déterminant, il est unique pour toutes ses propriétés. Voilà, nous avons donc vu les propriétés du déterminant, quelques termes barbares donc qui signifient simplement que on peut faire de merveilleux calculs avec, surtout cette propriété-là, l'ajout d'un vecteur ne change pas à un autre, ne change pas le déterminant. Ça, c'est une propriété qui est extrêmement bénéfique pour nous dans nos calculs. Alors, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, où la prochaine fois nous allons voir comment calculer un déterminant.